Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire, monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous propose de revivre ces auditions. Aujourd'hui, la deuxième partie de celle d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé était très attendue sur sa gestion des masques au début de l'épidémie, mais aussi sur ses déclarations dans la presse au lendemain du premier tour des municipales, où elle compare ses élections à une mascarade. Écoutez Agnès Buzyn. Madame la ministre, également je voudrais dire, je vous remercie pour la sincérité, et c'est bien d'avoir appelé le chaînage des dates. Il y a une chose que je voudrais comprendre. Vous venez de dire à l'instant, 2018, avec mon collègue américain, on voit bien que le risque infectieux est un risque majeur. Jérôme Salomon aide Emmanuel Macron et le président de la République en lui faisant des notes. C'est votre DGS. Vous le voyez sans arrêt. Et je ne vois pas comment l'État ne s'est pas mieux préparé. Je ne parle pas de post-déclaration de l'épidémie. Comment en amont, sur toutes ces dépendances que nous avons sur l'ensemble des matériels de protection, on n'est pas fait changer le paradigme français. Ce d'autant plus, il y a une chose que je ne comprends pas de la part des agences. Santé publique France nous disant l'autre jour, on a envoyé des notes au cabinet, à la ministre, au DGS, et on n'a pas eu le retour. Et franchement, ce problème de la doctrine, on doit le comprendre parce qu'il est indispensable qu'on sache pourquoi on ne s'est pas mieux préparé. C'était une alerte qui avait été lancée au président et il ne semble pas qu'on soit plus préparé. La seconde chose sur les tests. Vous avez dit, Madame la Ministre, fort justement que c'est le 10 que le séquençage du virus est trouvé. Le 17, les chercheurs français à Lyon, Pasteur, ont su mettre au point un test qui fonctionnait. Et vous le savez formidablement bien, parce que vous avez visité les laboratoires P3, je ne parle même pas des P2, P1 ou des labos de ville. La déclinaison territoriale a été très longue. Et au début, on cherchait les écouvillons, c'est la DGS qui cherchait les écouvillons pour faire les prélèvements. Donc simplement, ce que je veux vous dire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a un problème d'organisation des agences et qu'on doit préparer l'avenir, préparer une nouvelle pandémie. Et cette préparation de nouvelle pandémie, elle impose franchement des modifications d'organisation de ces agences et surtout de l'autorité de la déclinaison que le ministre peut avoir dans les décisions qu'il prend, parce que sinon demain peut se répéter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je pense que c'est gravissime en pensant aux 30 000 morts. Merci. Merci, Monsieur le Président Vigier. Peut-être reprendre ce que vous dites concernant la note de Santé publique France. À la suite de l'audition de M. Bourdillon, j'ai fait sortir cette semaine de mes archives la totalité des courriers et des notes qui m'ont été envoyés, ainsi qu'à mon cabinet. Il n'y a rien. C'est bien de savoir. Voilà. Donc je n'ai pas d'informations. Les courriers que j'ai retrouvés dans les archives qui m'ont été fournis cette semaine concernent les agénésies transverses du membre supérieur, puisqu'il y avait eu ces cas groupés. Voilà, sont des courriers sur le plan priorité prévention, etc. Nous avons toujours mis un accent sur la prévention. Vous le savez, avec le DGS, c'était quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Et en tant que ministre, j'ai toujours agi en faveur de la prévention, la vaccination, le tabac, le plan priorité prévention. Et j'avais même acté à la demande des députés qu'il y ait dans le PLFSS un chapitre dédié au financement de la prévention. Donc, c'est vraiment un sujet majeur. Voilà. Donc, il n'y a pas de remontée de Santé publique France vers le ministre là-dessus. J'ai regardé mon dossier ministre en arrivant au ministère, qui est le dossier qui préparait sur toutes les alertes et les risques et tout ce que je dois avoir un ministre en tête. Voilà, il n'y a pas de chapitre dédié à cela. Donc je n'ai pas d'alerte particulière. Pour moi, il y a une agence en charge, c'est les Prus, qui a intégré Santé publique France. Je connais les Prus parce que j'ai beaucoup travaillé avec elles, notamment lorsque j'étais dans d'autres agences sanitaires. Pour moi, il y a une agence qui fonctionne, qui est en charge. Je n'ai pas à mettre en doute une agence qui a été créée pour ça. C'est sa mission. Elle ne fait que ça. Alors après, il y a une intégration dans une autre agence, mais en réalité, cette agence-là, elle fait l'objet d'un COP pour lequel je vérifie que les instructions ont été données, les orientations ont été données, notamment en termes de gestion des stocks. Voilà. Après, vous me dites, est-ce qu'il n'y a pas eu une lenteur? Je pense qu'il va falloir regarder point par point, et c'est l'objet de cette mission, où est-ce qu'on aurait pu faire plus vite.
Sur la déclinaison des tests dans les hôpitaux, il a fallu une quinzaine de jours pour que, entre le moment où le test est mis en place à Pasteur et le moment où ça arrive dans tous les CHU, le test se soit approprié par les différents laboratoires des hôpitaux en charge de réceptionner les malades. Je le rappelle quand même, on est en phase 1 de l'épidémie, donc il n'y a pas de malades sur le territoire jusqu'au 24 janvier. Donc moi, le moment où je déploie les tests, c'est vraiment pour faire une détection précoce, un dépistage de malades qui arrivent avec le 15. On n'est pas du tout dans une phase de circulation du virus, de tests à grande échelle, etc. Je suis dans la détection de potentiels malades pour circonscrire des clusters. Donc, et ça fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne, puisque le cluster des contamines Montjoie est parfaitement identifié. On est capable de tester les 200 enfants, les familles, les contacts dans le chalet, d'isoler, de les mettre en quarantaine. Donc, ces gens-là sont testés. De la même façon, quand je fais rapatrier les Français de Wuhan, ils arrivent à Paris le 31 janvier, ils sont tous testés à leur arrivée le lendemain. Ils sont tous testés à Marseille. Il y a 200 Français qui arrivent le samedi, sont testés. Il y a 280 personnes qui arrivent de nouveau dans un vol le dimanche à Aix-en-Provence qu'on met en quarantaine avec des gens de toutes les nationalités. Ils sont tous testés. Donc les protocoles sont mis en place pour tester les gens. Alors moi, je pars avant la diffusion du virus, avant la circulation du virus dans la population générale, à une période où les tests sont dans les hôpitaux. On est dans une doctrine d'identification des cas contacts. Après, sur l'organisation des agences, je pense que nous avons tous envie de re-questionner cette organisation à l'issue de ce que nous avons vécu. Je pense qu'il y a eu effectivement, en termes peut-être de contrôle des stocks, des interrogations. C'est-à-dire d'apprendre qu'une très grande quantité de produits sont périmés en octobre 2018 et qu'il faut reconstituer une très grande quantité de stocks d'État, et je n'ai pas envie de les préciser. Ça nécessite de re-questionner comment ça a fonctionné. Oui. Merci. Caroline Fiat, pour France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Au début de vos fonctions au ministère de la Santé, je vous alertais de la situation dramatique dans nos EHPAD. Faute de moyens humains et matériels, la maltraitance institutionnelle s'y généralise avec son lot de souffrances, souffrance des soignants sous-effectifs et souffrance des résidents qui ne peuvent bénéficier de soins élémentaires. À l'époque, vous me répondiez ceci: la France n'a pas les moyens de mettre fin à la maltraitance institutionnelle dans nos EHPAD. Après qu'il y ait eu 10 000 morts dans les établissements sociaux et médico-sociaux, du fait notamment du manque de personnel médical et du manque de matériel d'oxygénation, pourriez-vous réitérer ces propos aujourd'hui? En 3 ans, vous n'aviez rien fait pour nos personnes âgées résidant en institution, sinon perdre du temps à demander de nouveaux rapports sur le sujet. À la veille de l'épidémie de Covid-19, je reprends vos propres propos, vous saviez que la vague de tsunami était devant nous. Plus tard, vous affirmiez même avoir pris la mesure du danger dès le 20 décembre. Vous aviez donc conscience du péril et de l'hécatombe qui risquait d'arriver dans nos EHPAD. Pourquoi n'avez-vous pas mis en place un protocole sanitaire dans les établissements pour personnes âgées alors que les représentants du grand âge vous en réclamaient un? Par ailleurs, avant d'abandonner votre ministère le 16 février dernier pour vous lancer dans la campagne des municipales, avez-vous consulté vos services pour savoir s'il y aurait des équipements de protection individuelle en nombre suffisant pour les soignants? À plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur les fermetures de lits, dont ceux de réanimation. La France en comptait 5 fois moins que l'Allemagne en début de la crise. Regrettez-vous d'être resté sourde à nos cris d'alerte face à ces fermetures de lits, car on ne sait jamais de quoi demain est fait? Et enfin, je vous ai entendu tout à l'heure parler des commandes dès fin janvier des EPI, les équipements de protection individuelle. Que pensez-vous face au fait qu'au 30 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, les personnels de soins, c'est-à-dire dans les établissements
dans les établissements hospitaliers, mais aussi les établissements médico-sociaux, on travaille encore en mode dégradé, surblouses en sac poubelle, pénurie de gants. Où sont passées les commandes que vous avez faites avec réactivité, selon vos propres mots, fin janvier, qui ne sont toujours pas là au 30 juin? Merci Madame la députée. Peut-être pour revenir à la situation des EHPAD. Les EHPAD ont toujours été considérés comme tous les établissements de santé par le ministère. Alors, je reviens quand même sur la contraction du temps que vous avez faite. Donc, l'alerte OMS, c'est le 1er janvier, même si moi-même, j'avais été alertée 5 jours avant, mais la première alerte officielle, c'est même pas une alerte, c'est une notification. Et en fait, nous apprenons assez tardivement, je ne peux pas vous dire la date, je ne l'ai pas en tête, mais que les patients les plus touchés, les plus graves, sont les personnes les plus âgées et avec comorbidité. C'est une information que nous donnent les Chinois dans le courant du mois de janvier. C'est-à-dire le jour où il y a 29 cas en Chine notifiés par l'OMS, on ne sait pas que ça va toucher plus les enfants ou les adultes ou les diabétiques ou les personnes âgées. On ne le sait pas. Il y a 29 cas, il n'y a pas d'information. Donc c'est au fur et à mesure que progresse le niveau d'information donné par les autorités chinoises, puisque nous dépendons d'eux, que progressivement s'affine un peu la perception de la maladie, sur la contagiosité, sur le fait que les gens sont contagieux avant d'être malades, sur le fait que les patients diabétiques sont plus touchés que les autres, sur le fait que, en fait, la mortalité est plus importante chez les gens âgés. Mais enfin, je vais vous redonner la cinétique de mortalité parce qu'elle est quand même importante. Pour se rendre compte que ça touche les gens âgés, il faut qu'il y ait des morts. En réalité, le premier mort en Chine, il est le 11 janvier. Le 21 janvier, quand je fais ma conférence de presse, il y a 6 morts en Chine. 6 morts. C'est pas là-dessus qu'on sait que ça touche principalement les gens diabétiques ou les gens âgés. Il y a 6 morts. Donc en réalité, l'information que les gens les plus âgés vont être particulièrement plus touchés par la maladie, on l'a fin janvier, quand il y a un nombre de personnes malades gravement et mortes suffisamment important. Et donc, dès les réunions, de toute façon, dès les réunions faites en interservice, la première réunion interservice qui est faite par le directeur général de la santé, elle date, elle date du, excusez-moi, du 14 janvier. La 14 janvier, donc 14 janvier, il y a eu 2-3 morts. Hein. On est sur 2-3 morts. 14 janvier, il y a une cinquantaine de cas en Chine. On est à 50 cas en Chine. D'accord, 14 janvier. On fait une réunion interservice et on sensibilise par un envoi du ministère les établissements hospitaliers, médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux à la situation et aux recommandations sanitaires. Dans toutes les réunions qui ont été organisées à la DGS, sont présents la DGOS, donc en charge des établissements de santé, et la DGCS, en charge des établissements médico-sociaux et sociaux. Donc en réalité, il n'y a pas une réunion au ministère où on ne considère pas la totalité des établissements de la même façon. Et d'ailleurs, quand je fais mes commandes, je reprends ma date, excusez-moi, du 7 février, je dis bien que ces commandes donc, qui partent pour constituer un stock d'État qui n'existe pas et que l'État n'est pas censé avoir. Donc je prends la décision d'un stock d'État et on le reconstitue le 7 février. Et je dis bien que ce stock d'État doit être délivré aux établissements de santé, aux EHPAD, pour 1 mois de stock d'amorce. Voilà la commande. Alors après, vous me dites que ça n'arrive pas. Oui, ça n'arrive pas, mais ça, on le sait après. C'est que, en fait, les produits viennent de Chine. Et que la Chine, elle a mis des 100 millions de personnes confinées. Et que les usines se sont arrêtées de tourner. Et que surtout, ils gardent tout pour eux. Donc, en réalité, je comprends, et je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu comme soignante quand je suis allée travailler. Il y avait des difficultés à avoir du matériel.
je le sais. Il y avait des difficultés à avoir des masques FFP2, on faisait attention, et des surblouses. Savez-vous que nous avons appris par la suite que la matière première de surblouse, elle est fabriquée à Wuhan. La matière première, pour le monde entier, elle est fabriquée à Wuhan. Wuhan ferme le 22 janvier. Il y a 6 décès. Comment voulez-vous commander des surblouses quand il y a 50 cas et 6 décès à Wuhan et que vous venez d'apprendre qu'il y a une transmission interhumaine et que peut-être ça va devenir une épidémie? Moi, je veux bien qu'on contracte le temps parce qu'on est tous, parce qu'on a vécu des choses terribles. Mais la réalité, c'est qu'au moment où Wuhan est fermé, le 22 janvier, on apprend le même jour par l'OMS de la contamination interhumaine et un risque épidémique. Il y a une 50aine de cas et il y a 6 morts. Voilà. Et l'entièreté des pays du monde a été soumise à la même difficulté. Ensuite, sur les EHPAD, donc, je le dis, l'organisation de crise telle qu'elle est faite au ministère, au centre de crise, fait qu'il y a toujours des représentants et la DGCS. Donc, les EHPAD sont traités en permanence avec le reste des établissements. Vous le savez, nous avons fait un énorme travail préparatoire pour préparer une loi grand âge. Je suis heureuse qu'elle se mette en place avec Olivier Véran, qui vient de créer le 5e registre de la sécurité sociale. C'était mon projet, vous le savez, quand je suis partie du ministère. Il est concrétisé cette fois-ci. Voilà. On est tous, évidemment, conscients de la nécessité de mettre plus d'argent pour le grand âge et l'autonomie dans les années qui viennent. Enfin, vous me parlez des lits de réanimation. Alors d'abord, les lits de réanimation ne sont pas comptés de la même façon en Allemagne et en France. En France, un lit de réanimation correspond à des critères très stricts, notamment en termes de matériel et de nombre de personnel dédié. Donc il y a une définition stricte d'un lit de réanimation. Tout le reste, qui peut faire de la réanimation, s'appelle soins intensifs. Et ce n'est pas pour ça que dans les soins intensifs, vous n'avez pas du matériel et des personnels ad hoc. Mais en réalité, en Allemagne, ils comptent dans un même groupe des lits de soins intensifs et des lits de réanimation. Donc, moi, je n'ai pas la notion du nombre de lits, je ne sais pas y répondre. Mais je pense que quand on comparera le système de soins allemand et le système de soins français, il faut prendre en compte ce que les Allemands appellent réanimation et ce que nous appelons réanimation et soins intensifs. Parce que sinon, nous comparerons des choses qui n'ont rien à voir. Ensuite, sur la fermeture de lits, j'avais annoncé, vous le savez, Madame la députée, lors du plan sur les urgences et sur l'aval des urgences, un changement volontariste et une réflexion sur la doctrine pour réouvrir des lits de médecine en aval des urgences. Donc, c'était une annonce qui avait été faite dans le plan urgence de septembre 2019, avec la volonté très nette de réouvrir des lits, ce que nous avons fait d'ailleurs. Avec le plan urgence, nous avons mis des moyens pour réouvrir des lits pour les urgences en aval. Et j'avais même demandé à la même période qu'on revoie la doctrine du COPERMO. Le COPERMO, c'est le comité interne au ministère et à Bercy qui évalue les plans des nouveaux hôpitaux. J'avais demandé en septembre 2019 qu'il soit revu pour prévoir des hôpitaux que j'appelais élastiques. C'est-à-dire qu'on n'ait pas une doctrine stricte du nombre de lits, mais une doctrine qui permette à tout moment, en raison d'un attentat, d'un événement environnemental ou d'une épidémie, qu'on soit en permanence en capacité d'augmenter le nombre de lits. Donc ça, c'était la demande que j'avais faite en septembre 2019 et qui était pour moi une évidence pour les années à venir avec les canicules, avec les risques d'attentats, avec les épidémies. On ne répare pas, entre guillemets, en 1 an ou en 2 ans, des hôpitaux qui ont été construits dans les années 70 ou 80. Je veux dire que ça se programme sur des dizaines d'années. Et donc, voilà, le contexte était celui que j'ai trouvé en arrivant. Mais moi-même, j'ai réaugmenté le budget des hôpitaux. Je suis la première ministre à l'avoir fait depuis 10 ans, grâce d'ailleurs au PLFSS qui a été voté ici. Voilà. On était sur une autre dynamique depuis que je suis arrivée, qui était une dynamique d'augmentation des moyens et d'augmentation de nouveau des lits que j'avais annoncé en septembre 2019 lors de l'annonce du plan urgence.
Merci. Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. On vous écoute en essayant de comprendre effectivement les processus qui ont été à l'œuvre. Je dois dire, sur le sujet que vous venez d'évoquer, vous savez que nous avons une divergence et la crise de l'hôpital, pour nous, était déjà patente et donc ça ne nous a pas aidé à affronter la crise qui est survenue. Le 26 septembre 2018, donc, M. Bourdillon adresse une lettre au directeur général de la Santé sur les stocks. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre en réalité dans le mécanisme, c'est comment se fait-il que ça ne provoque pas dans l'administration, dans le ministère, une réaction plus forte. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez alarmante, la note de monsieur Bourdillon. D'autant qu'il nous a dit dans son audition, je le cite, si l'agence a un certain degré d'autonomie, elle est strictement opérateur de l'État pour ce qui est des stocks stratégiques. C'est-à-dire qu'elle travaille sur commande et instruction du ministère de la Santé pour acquérir, pour stocker ou pour distribuer des stocks stratégiques. Ainsi, l'agence reçoit chaque année une instruction écrite qui fixe les acquisitions et destruction d'équipements qui doit être réactualisé en fonction du contexte. Un tableau de l'état des stocks est mis à jour régulièrement. Le ministère de la Santé en dispose. Voilà, je cite l'audition de François Bourdillon. Donc comment expliquer finalement tout ça et comment expliquer au regard de cette réalité qu'il a décrite la faiblesse aussi des moyens qui sont mis en face pour faire face à cette réalité. Deuxième élément, bon, vous avez évoqué, il y aurait beaucoup de choses à discuter, je vais passer vite, mais la nécessité de production locale. Une usine a fermé de masques en 2018 dans les Côtes d'Armor. Monsieur Bourdillon nous a dit avoir été convoqué pour avoir critiqué un peu les compressions de dépenses, notamment sur les effectifs de l'agence. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que c'était vous d'ailleurs? Je n'en sais rien. Voilà. Mais on a le sentiment qu'il y a eu des tensions fortes. Et vous semblez d'ailleurs très critique avec la gestion qui a été celle de Santé publique France des stocks précédemment en amont. Donc je voudrais connaître un peu plus les relations qui existaient entre vous. Enfin, deux questions subsidiaires, Madame la Ministre. Un, sur les stocks dans les hôpitaux, évidemment, vu l'état de leurs finances, la dette, etc., n'était-il pas prévisible qu'ils aient des difficultés à constituer leur propre stock dans les mesures nécessaires? Et enfin, qu'avez-vous dit à votre successeur au moment où vous lui avez passé la main? Si vous permettez, Madame la Présidente, c'est simplement un complément à la question de Pierre Dharréville sur cette lettre qui est en effet très importante, puisqu'il y a tout dans cette lettre. Il y a toutes les alertes sont dans cette lettre du 26 septembre 2018, rédigée du 26 septembre 2018, rédigée par M. Bourdillon, alors directeur de Santé publique France, et adressée au professeur Jérôme Salomon. Est-ce que vous n'avez jamais eu connaissance de cette lettre? La fin de cette lettre est assez sidérante. Elle indique que 95% des stocks de médicaments antiviraux détenus par Santé publique France sont périmés. Et les contrôles des masques chirurgicaux, on l'a déjà dit, ont mis en évidence une non-conformité à la norme en vigueur sur un minimum de 60% des stocks. Donc il y a les deux commandes, vous avez évoqué l'état des antiviraux, notamment les masques. Il y a des conclusions extrêmement alarmantes et une demande. Il est important qu'une doctrine soit rapidement établie par vos services. Jamais le professeur Salomon n'a fait remonter cette alerte, ni à vous, ni à votre cabinet? Je n'ai pas connaissance de ce courrier. Donc il ne m'est pas parvenu, je n'ai pas eu de relance. Voilà. Ce que j'ai trouvé, moi, dans les archives, puisque je m'y suis mise la semaine dernière, en raison de mon agenda personnel, puisque je n'ai pas connaissance de tout ça. Je le répète, je n'ai pas connaissance de tout ça, mais je retrouve un courrier de Santé publique France au directeur général de la Santé, ou enfin, je ne sais pas à qui il est adressé à la DGS, qui est une réponse à la saisine de 2017, donc qui est une réponse à la saisine d'avril 2017 de Benoît Vallet. Donc c'est une réponse qui fait un état des stocks en disant, voilà, ça c'est périmé, ça c'est périmé, c'est périmé, et ça porte sur des
dizaines de produits. Donc moi j'ai cette lettre du 3 octobre, ce que j'ai vu dans les documents des archives qui m'ont été fournis, c'est que le directeur général de la santé provoque une réunion 6 jours plus tard, le 9 octobre. J'espère ne pas me tromper dans les dates, mais en tous les cas, une semaine après, enfin dans la semaine, et qu'il envoie un courrier de commande à Santé publique France le 30 octobre avec toute la liste des produits à commander, qui concerne, vous l'avez compris, des stocks stratégiques de l'État. Voilà. On ne peut pas dire que ce ne soit pas réactif, puisque pour moi, 3 octobre, 9 octobre, ça veut dire que le directeur de santé publique, le directeur général de la santé estime que c'est urgent. Il organise une réunion en 8 jours. Et la commande, c'est le temps de le lister. Enfin, voilà, je ne suis pas dans les services. J'imagine qu'il y a des négociations, des discussions, des avis qui sont pris pour savoir combien on commande de chaque produit. Mais il y a même enfin, dans les stocks de Santé publique France, il y a tout. Il y a y compris des seringues et des aiguilles, il y a y compris... il y a tout. Il faut voir la somme de questions qui se posent. C'est des antiviraux, c'est des antibiotiques stratégiques pour les bactéries multirésistantes, c'est des vaccins. Donc en réalité... Pardon ? Excusez-moi. On est en enquête et ça doit être serein, voilà. Et on ne s'interpelle pas entre deux. Le DGS, entre le 3 octobre, il lui arrive une lettre que je n'ai pas connaissance de celle-là, donc je ne peux pas la commenter, mais ce que j'ai trouvé... Oui, je n'avais pas encore... La remise, la commission. Oui, mais je ne l'ai pas, elle ne m'a pas été adressée. Ce que j'ai trouvé, moi, dans les archives, c'est un long courrier du 3 octobre qui explique tout ce qui est périmé, une réunion du DGS une semaine après ou dans la semaine, et une commande qui part sur de multiples produits, avec 100 millions de masques, le 30 octobre. Et avec, évidemment, l'idée d'une reconstitution pluriannuelle. Le directeur général de la santé ne commande pas d'emblée la totalité des stocks périmés. Bien pour comprendre ce point, cette lettre dont vous faites état du 3 octobre, c'est une lettre de M. Bourdillon à vous-même ou à... Non. C'est une réponse de la saisine du DGS, une réponse de la saisine du DGS sur la qualité des stocks d'avril 2017. D'accord, donc c'est bien ce que j'avais compris, mais comment se fait-il donc dans ces archives, il n'y ait pas la lettre du 26 septembre, qui paraît capitale? Donc moi Est-ce qu'elle elle a été cachée? Est-ce qu'elle a été... Pourquoi elle n'est pas dans les archives? Les archives du ministère sont énormes. J'accède d'abord à mes archives personnelles du cabinet, donc ça me permet d'évaluer. Par exemple, j'ai regardé tous les courriers qui m'ont été adressés par Santé publique France depuis 2017 pour savoir si j'avais eu un courrier d'alerte. Donc ça m'a nécessité un certain temps. J'ai regardé aussi tous les courriers de janvier 2018 pour savoir si au moment où moi je prenais des décisions importantes, de janvier 2020, pour savoir si au moment où moi je prenais des décisions stratégiques de préparation de la France à une épidémie, si on m'avait envoyé des courriers particuliers d'alerte. J'ai reçu 8000 courriers en janvier, 8000. Donc voilà, on a trié par mots-clés, je ne vois pas d'alerte particulière. Voilà, je fais ce travail de... Je n'ai plus de cabinet, Monsieur Ciotti. Je suis une candidate en campagne pour la mairie de Paris. J'écoute vos auditions quand je rentre le soir. J'essaie de reconstituer, parce que vous m'avez convoqué aujourd'hui avec les archives. Je ne dis pas que cette lettre n'est pas dans les archives, je dis que je ne l'ai pas trouvée. Parce que celle que j'ai trouvée, elle date du 3 octobre, et elle liste un très grand nombre de produits périmés. Voilà. Martine Vonner pour le DS. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, si vous voulez bien, on va se situer au 30 janvier, où vous demandez immédiatement donc à Santé publique France
des scénarios en termes de dangerosité et également donc à Yazdan Pana des protocoles de recherche. Étiez-vous à ce moment-là en contact avec la Chine? Avez-vous regardé quelles étaient les stratégies thérapeutiques en Chine à ce moment-là? Avez-vous éventuellement eu l'idée, peut-être même l'avez-vous fait, d'envoyer un commissaire en Chine pour savoir si on pouvait à la fois, en parallèle des protocoles de recherche, vous le savez, en tant que médecin, qui vont mettre beaucoup de temps, qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont toujours pas fait preuve de résultats, est-ce qu'il y avait peut-être une stratégie thérapeutique en Chine qui montrait déjà des premiers résultats? Ensuite, nous sommes mi-février. Vous décidez de partir pour les municipales. La conseillère médicale de l'Élysée a quitté son poste le 31 janvier. Donc là, un poste stratégique qui est vide, puisqu'elle ne sera remplacée que début mars. En étiez-vous informé? Le 17 mars, vous donnez une interview au journal Le Monde chargée d'émotions. Vous avez dit que si c'était, en tout cas, vous avez remis en question ce qui s'était passé, ce que vous aviez fait, et si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose? Et si oui, quoi? Et notamment, validez-vous la stratégie, notamment, vous étiez informé donc, du manque de masques, ce mensonge qui a été fait quand même aux Français, de dire que les masques étaient totalement inutiles. Avant-dernière question, vos liens d'intérêt avec l'industrie. Pendant combien de temps? Avec quel laboratoire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît? Et je vais vous parler maintenant, vous n'êtes plus ministre, vous êtes donc libre de parole. Les États-Unis vont arrêter le financement de l'OMS, et donc c'est la fondation Bill Gates qui aujourd'hui est le premier financeur. Est-ce que les essais vaccinaux qui ont lieu depuis début juin en Afrique du Sud, est-ce que ces essais vaccinaux sont, selon vous, éthiques? Merci. Alors, peut-être pour répondre sur les essais vaccinaux, je ne suis absolument pas au courant des essais vaccinaux. Je ne suis plus ministre depuis 4 mois. J'ai été candidate à la mairie de Paris, ça ne vous a pas échappé. Tout ce que je le sais par la presse, quand j'ai le temps de lire la presse sur ces sujets-là, puisque vous le savez, une campagne municipale depuis 1 mois m'a beaucoup occupée. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas du tout ce qui est fait. Sur le moment où je demande à M. Yazdan Pana de me faire des protocoles et des scénarios à Santé publique France, ça n'est pas le 30 janvier, c'est le 25. Je préfère le dire parce que le 30 janvier, c'est la déclaration par l'OMS de l'urgence de santé publique internationale. Et donc les demandes que je fais, elles datent de 5 jours avant. Et donc je demande au professeur Yazdan Pana, qui est un professeur émérite d'infectiologie et président de la structure Reacting, qui est en charge de lutter contre les épidémies, au niveau de la recherche, de coordonner la recherche sur les épidémies. Je lui demande qu'il me propose des protocoles pour tester tout ce qu'on connaît qui pourrait être utile. C'est-à-dire que je lui demande d'écrire à l'avance si une épidémie arrive, et elle arrivera plus d'1 mois après, que tous les protocoles soient prêts pour que les premiers malades puissent être d'emblée inclus dans des essais cliniques. Je n'ai aucune idée des traitements antiviraux, je ne suis pas une spécialiste de l'infectiologie. Donc je ne lui demande pas spécifiquement de tester un médicament plutôt qu'un autre. Vous le savez, je suis cancérologue, je connais les chimiothérapies, donc je ne me serais pas mêlée. En plus, voilà, les médicaments ont beaucoup évolué depuis que j'ai quitté la clinique. J'ai quitté la clinique il y a plus de 10 ans, et donc je ne me permettrai pas de proposer des traitements. Donc, par contre, je demande au groupe Reacting et à Yazdan Pana de me faire des protocoles avec tout ce qu'ils connaissent et tout ce qui existe. Voilà, c'est de l'anticipation pour moi. Et les scénarios de Santé publique France sur les évolutions potentielles de l'épidémie, c'est pareil, je les demande le 25 janvier et je les exige en une journée parce que nous avons une réunion autour du Premier ministre le 26 janvier et je veux pouvoir présenter au Premier ministre lors de cette première réunion interministérielle avec mes collègues l'ensemble des scénarios possibles. Je rappelle, 26 janvier, première réunion de ministres un dimanche à Matignon.
l'OMS n'a pas encore déclaré l'urgence de santé publique internationale. C'est pour ça que je ne peux pas laisser dire que nous n'avons pas anticipé. Donc je ne demande aucun médicament, je n'ai aucune idée des médicaments, j'en suis pas là, j'en suis à repérer les malades sur le territoire, identifier les clusters. Contact avec la Chine, je demande, en fait, Tedros se rend en Chine. J'ai des liens réguliers avec Tedros, je le connais bien. Pardon, pour tous ceux qui ne sont pas familiers, Tedros, c'est le nom du directeur général de l'OMS. Voilà. Donc nous échangeons par WhatsApp. Je sais qu'il va en Chine. Je l'appelle le jour de son retour pour essayer d'avoir sa perception de ce qui se passe. Je n'arrive pas à l'avoir ce jour-là. Mais mon idée, c'est vraiment, est-ce qu'il a senti, parce que nous sommes totalement dépendants de ce que disent les autorités chinoises. Donc j'essaye d'avoir des informations régulières avec lui, et Tedros envoie un comité de haut niveau de l'OMS en Chine cette semaine-là. Je vais vous dire exactement à quelle date il les envoie. Il n'y a pas de Français dans ce comité de haut niveau, mais bon, je fais confiance à mes homologues européens. Et l'idée, c'est justement que ces comités de haut niveau envoyés par l'OMS, voilà, c'est le 28 janvier. Donc il y a une délégation d'experts de haut niveau de l'OMS qui sera en Chine. Et l'idée, c'est qu'ils nous fassent des retours plus concrets sur ce qui se passe en Chine. Et donc j'attends évidemment le retour de ce comité. Mais entre-temps, j'essaye d'avoir moi-même Tedros au téléphone. Ensuite, sur l'article du Monde. D'abord, ce n'est ni un interview et encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes un article... Un journaliste m'appelle à un moment où j'ai bataillé contre la fusion des listes. Toute la journée, nous sommes au premier jour après l'élection, après le premier tour. Se pose la question des dépôts de listes. Je suis intimement persuadée que le deuxième tour ne peut pas se tenir. D'ailleurs, j'arrête ma campagne et je bataille parce que je ne suis pas favorable à ce qu'on continue les tractations politiques et je demande qu'on arrête. C'est à ce moment-là que je suis appelée. Ça n'est pas un interview. Sinon, j'aurais relu ces propos. Ces verbatim ne m'ont jamais été soumis et encore moins une déclaration. Voilà. Donc, on n'est pas là, je pense, pour interpréter ces propos. Je suis là pour rendre des comptes devant la représentation nationale et j'espère clarifier la façon dont j'ai géré cette crise au moment où j'étais au ministère. Ensuite, sur les liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique... Excusez-moi sur ce point, mais est-ce que ces propos sont vrais ou pas? Vous les avez tenus ou non? Ou ils sont faux? Sincèrement, monsieur le rapporteur, j'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. On m'accusait sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu. Et c'est tout le contraire. Je me suis battue pendant un mois alors que je défendais la loi de bioéthique au Sénat cette semaine-là, que j'avais la loi sur les retraites, que j'avais la grève des hôpitaux, les collectifs interurgents. Tout ça, c'est avec la réforme des retraites, la loi de bioéthique au Sénat jour et nuit et la grève des hôpitaux. Tout ça s'est fait sans que personne ne voie rien. Quand j'étais au banc au Sénat, j'étais en relation avec le Premier ministre ou avec le directeur général de la Santé pour gérer la crise. Donc, ce que j'ai dit au monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Cet article laisse penser que je n'ai pas préparé. C'est pour ça que je voulais m'expliquer devant la représentation nationale. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi, et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. J'ai travaillé main dans la main avec le gouvernement, avec le MAE, avec le Premier ministre, avec le directeur général de la Santé pour gérer au mieux, préparer au mieux. Ce retour d'expérience permettra de voir ce qu'on peut faire mieux. Mais je répondais à ces réseaux sociaux, à un article du Parisien qui se moquait de moi en disant que je n'avais rien vu. Et je pense que c'est ça l'article du Monde, monsieur le rapporteur. Ensuite, sur mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, donc je n'ai plus aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique depuis que, je ne dis pas de bêtises, depuis que j'ai été nommée
à l'Institut national du cancer en 2011. J'avais déjà réduit mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique lorsque j'étais présidente de l'IRSN. Et en réalité, mes liens avec l'industrie pharmaceutique se sont réduits à travailler essentiellement avec 2 laboratoires qui travaillaient sur une maladie mortelle qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique. Dans les années 90, ces patients-là étaient greffés, 1 sur 2 mourait, et en 2000 est apparu un médicament qui s'appelle le Glivec et qui a été déployé pour sauver ces gens. Et donc, comme tous les spécialistes de la leucémie myéloïde chronique, j'ai travaillé avec les 2 laboratoires qui fabriquaient ces médicaments contre une leucémie mortelle pour proposer les traitements aux malades. Voilà mes liens d'intérêt. Je n'en ai plus depuis très longtemps. Merci. Monsieur Sonneforger. Madame la ministre, j'entends que vous avez anticipé, j'entends ces dates, celle du 24 janvier, c'est en effet la date où les professionnels de santé reçoivent le premier mail sur la mailing list DGS-urgent. C'est apparemment à cette date où vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez pour que ça aille plus vite, même au niveau de l'OMS. Vous plaignez que ça vient un peu tard, le 30 janvier seulement. Et puis, il y a ce rapatriement de Wuhan et à Carry-le-Rouet, avec pas loin de 200 ressortissants qui reviennent, avec le but de les tester rapidement, d'éviter la contagion, à un moment donné où le R0 n'est pas très évident, on ne sait pas la contagiosité de la maladie. Mais il y a une chose incohérente maintenant qui m'interpelle. Alors que les personnels qui vont faire les tests après, les PCR, demandent de faire les tests soit dans l'avion, soit à Istres, on leur refuse apparemment. Puis, vous demandez un comité de protection de personnes. Pour expliquer aux gens, c'est en gros une démarche éthique pour montrer que dans le cadre d'une recherche médicale, bioéthique, c'est une approche valable de faire ces tests. Mais là, on est dans une situation d'urgence thérapeutique et vous-même, vous êtes alarmé. Alors pourquoi exigez-vous ce CPP? Pourquoi faites-vous perdre plus de 24 heures au diagnostic alors que le personnel de l'IHU Méditerranée Infection est prêt avec les écouvillons et vous demande depuis plusieurs heures, peut-être plus, à faire cette démarche diagnostique avec le risque de contamination plus importante à ce moment-là. Je vous souhaitais juste vous poser cette question. Et par ailleurs, je voudrais juste contraster ma question. Je digresse un peu pour vous dire que vous avez beaucoup de courage à être devant nous 2 jours après une échéance électorale un peu difficile. On vous remercie pour votre clarté et pour vos précisions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors peut-être juste pour revenir sur le premier DGS urgent, parce que c'est important. Donc la première alerte vis-à-vis des professionnels libéraux. Donc c'est un mail qui part à 800 000 professionnels libéraux, quel que soit leur métier, infirmières, kinésithérapeutes, médecins, etc. Ce premier DGS urgent est parti le 14 janvier. Moi, ce sont mes comptes rendus. Écoutez, j'ai tous les comptes rendus du Chorus. On recommence pas. Voilà, j'ai tous les comptes rendus du Chorus. Les comptes rendus du Chorus, c'est le 10 janvier, alerte aux ARS et aux sociétés savantes, et le 14 janvier, alerte sanitaire aux établissements et DGS urgents. Voilà les comptes rendus. Après, moi, je ne peux pas, voilà, je ne suis pas moi-même le récepteur de ces alertes. J'ai ce qui sont dans les comptes rendus du centre de crise. Et peut-être pourrez-vous les récupérer d'ailleurs, j'imagine que... Voilà. Alors ensuite, sur les tests des rapatriés de Wuhan. J'ai demandé dans la semaine, au moment où on organisait le rapatriement des Français de Wuhan, au professeur Yazdan Pana et à toutes les équipes qui allaient accueillir qui étaient susceptibles d'accueillir des rapatriés, de me proposer un document de consentement éclairé sur les tests. Et donc, j'ai demandé à un comité de protection des personnes de valider ce test de consentement éclairé. Pourquoi ? Parce que quand les rapatriés arrivent, nous ne savons absolument pas
ce qu'on doit faire si jamais, par exemple, une personne est testée négative. Est-ce qu'il faut lui refaire le test le lendemain, le surlendemain Donc, je demande à un groupe d'experts de réfléchir à ce qu'on doit proposer aux rapatriés. En fait, quand l'avion arrive le 31, je suis à l'accueil, ils sont épuisés. Ce sont des gens épuisés. Ils ont été confinés à Wuhan pendant 8 jours dans leur appartement, sans savoir s'ils allaient pouvoir rentrer en France. Tous n'étaient pas sûrs de rentrer. C'était assez compliqué de trier les gens à l'aéroport parce qu'il y avait des questions de passeport, de binationalité. Est-ce qu'on prenait dans l'avion les gens malades ou pas? Est-ce que des gens qui avaient des petits symptômes, on les prenait quand même? Est-ce qu'on les isolait dans l'avion? Qu'est-ce qu'on leur faisait? Et donc, il y a une forme de tri qui se fait à l'aéroport. Ce sont des gens qui ont marché à pied pour rejoindre les bus, parfois en traversant la ville de Wuhan sur des kilomètres, en traînant leurs valises, une ville déserte. Il n'y a pas de transport. Ils sont appelés par l'ambassade de France. Ils vont à un endroit où on les emmène en bus à l'aéroport. Ils attendent à l'aéroport, je ne sais pas combien d'heures pour être triés. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir partir. Ils ont 12 heures d'avion, ils arrivent à Istres. Et je vois des gens éreintés, avec des enfants. Tout le monde avait des masques. Et nous, on fait un nouveau tri. Et c'est l'armée qui l'organise de façon absolument remarquable. Vraiment, c'est le service de santé des armées qui met en place une tente. D'abord, on leur donne collation, je ne sais pas comment on appelle ça, un arrêté de mise sous quarantaine qu'on a signé parce qu'en réalité, on va les enfermer. Et donc, c'est l'article L3131 du Code de santé publique qui me permet d'obliger des gens à rester en quarantaine, alors que certains pourraient avoir envie de rentrer dans leur famille. Donc on leur donne un document qui leur dit « vous n'aurez pas le droit de sortir et voilà ce qu'on va vous faire. Vous serez en quarantaine, enfermés dans une chambre d'hôtel, etc. » Et ils arrivent dans la base, et on trie sur la base 10 les gens qui ont des symptômes. Les gens qui ont des symptômes, je crois qu'il y en a 3, si mes souvenirs sont bons, sont envoyés à Marseille, au CHU, pour être testés. Les autres, ils vont bien. Et donc, je dis, on les met en quarantaine, on les nourrit, on les laisse dormir, et demain matin, on leur fait un test. Il y a des enfants, hein, c'est des familles. Et demain, on leur fait un test en leur donnant un protocole qui leur dit ce qu'on va faire si le test est positif, s'il est négatif, si on les reteste. Et ce n'est pas à moi de décider. Je demande à un comité d'experts de décider pour moi. Voilà. Je n'ai pas effectivement autorisé qu'on fasse des tests à des personnes en bonne santé, épuisées, qui vont être mises en quarantaine dans une chambre d'hôtel enfermée. Ça aurait apporté quoi? Enfin, sauf de les stresser. Et le lendemain, quand ils sont reposés, ils ont un consentement éclairé, avec un avis d'un comité d'éthique. Ils sont tous testés et ils savent surtout ce qu'on fait des tests, s'ils sont positifs ou négatifs. Est-ce qu'on les hospitalise? Voilà. C'est ça que j'ai préparé parce que je voulais que ça soit fait dans le bon ordre. Merci. Alors, je vais faire poser les questions maintenant par 3 personnes, par groupe de 3. Voilà, je me comprends. Alors, d'abord, Jean-Pierre Dor. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'ai presque envie de dire que vous êtes passé de la lumière à l'ombre, mais vous revenez avec nous ce soir, donc c'est quand même mieux. Vous êtes plus en lumière qu'hier. Votre comparaison avec les pays étrangers en domaine ne me plaît pas du tout. Car je pense que le plan pandémique, vous connaissiez en tant que responsable de la Haute Autorité de Santé à l'époque, plan pandémie 2011 était un plan pandémique qui était à l'avant-garde de tous les pays européens et même les pays mondiaux qui avaient été mis sous la direction de votre collègue, le professeur Houssin. Je pense que la doctrine 2013 et la fusion dans l'agence Santé publique France ont été assez délétères dans le domaine de l'évolution de ce plan pandémie. Mes questions vont être courtes parce que le ministère de la Santé a la tutelle de l'EPRUS et il doit faire, c'est dans la loi, le renouvellement de tous les matériels périmés chaque année. Or, je ne sais pas si ça a été fait de façon régulière chaque année. Et cela m'amène au financement. Le financement de l'EPRUS appartenait moitié assurance maladie, moitié État. Je n'ai jamais revu le financement de l'EPRUS dans les PLFSS successifs.
Où est-ce que c'est passé? Et enfin, dernière question, M. Bourdillon a déclaré ne pas avoir les moyens pour acheter les stocks de masques. Alors, est-ce que ça s'adressait au ministère de la Santé ou à Bercy? Où ont été les réponses négatives pour ne pas avoir ces moyens pour pouvoir renouveler cette fameuse lettre qui a été adressée, la lettre d'appel de septembre 2018. Voilà, je vous remercie. Ensuite, M. Pancher. Je n'ai pas compris la question. Le financement des Prusses. Bien, Madame la Ministre, j'avais 3 questions précises à vous poser. D'abord, revenir sur l'article du Monde. Il faut qu'on ait les réponses à ces questions. Vous disiez avoir alerté le directeur général de la Santé dès le 11 janvier et le président Macron, je crois, au même moment, sur l'ampleur de la crise. Est-ce que vous confirmez l'avoir fait à cette époque? Sous quelle forme? Et quelles ont été les réponses? Deuxième question, cet article vous prête des propos suivants. Vous auriez également alerté le Premier ministre le 30 janvier en expliquant que les élections municipales ne pourraient pas avoir lieu le 15 mars. Est-ce que vous avez alerté effectivement le Premier ministre sur ce sujet-là? Sous quelle forme et quelle a été sa réponse? Je rappelle que vous venez de prêter serment et c'est une question importante parce que les Français ont été troublés par les conditions de tenue des élections municipales du premier tour, avec évidemment toutes les incidences qu'on connaît. Dernière question. On découvre finalement une bureaucratie, mais vraiment infernale dans la gestion du matériel de protection en cas de crise. Est-ce que vous étiez vraiment au courant de l'ampleur des besoins de stock de sécurité? Parce qu'il y a un moment, on ne va pas tous pouvoir se renvoyer la patate chaude comme ça. On est arrivé démasqué en début de crise, il n'y avait pas de tests. Alors on voit bien que Santé publique France, ce n'est qu'une agence, une boîte aux lettres. Son ancien directeur dit mais on a alerté. Bon, c'est le directeur général de la Santé, mais enfin le cabinet, le ministre n'est pas informé d'une crise pareille. Je rappelle quand même que 600 millions de masques, pardon, à peut-être 10 centimes, 15 centimes à l'époque, c'est 6-7 millions d'euros, quoi, à peine. Enfin, c'est un budget du ministère de la Santé. On a quand même besoin d'avoir des réponses précises à ce type de questions. Merci, Madame la Ministre. Alors, pour répondre au député d'Or, pardon, non? Excusez-moi, j'avais oublié encore quelqu'un. Annie Jeuneté, pardon. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour vos propos éclairants et la séquence chronologique est tout à fait éclairante. D'abord, je voudrais tout d'abord en préambule confirmer 2 choses. J'ai moi-même comme médecin été destinataire de 2 SMS qui m'ont d'ailleurs tellement étonné que j'en ai retenu les dates, qui étaient les 10 et 14 janvier. Parce que je me suis demandé pourquoi j'étais destinataire de ça, étant médecin non exerçant. Donc je confirme, et j'avais été frappée par la précocité des messages reçus. Et après, j'ai reçu, comme tous mes confrères, les messages des GS urgents, qui notamment précisaient la définition des cas qu'on a vu tout à fait évoluer au cours du temps, en fonction des informations que vous receviez et les observations que vous pouviez faire. Je voudrais également confirmer l'épopée absolument dingue des Français de Wuhan, c'est ma circonscription, je connais bien, j'ai été en contact avec eux, et rappeler aussi que Wuhan, qui était vide, vous le rappeliez, était en période de Nouvel An chinois, qui fait que la ville s'était vidée de la moitié de sa population, et c'était extrêmement compliqué de ce fait de circuler dans Wuhan à ce moment-là. Donc c'est deux confirmations que je tenais à apporter. Ensuite, j'ai été frappée par le témoignage que vous avez apporté de l'intuition que vous avez eue, et je me suis dit, mais quand même, on a un ministre de la Santé qui se trouve être un médecin, ça aurait pu ne pas être le cas. Et donc, vous racontez cet épisode du 25 décembre, vous avez vu ce blog qui vous a alerté sur des cas de pneumonie inexpliqués. Donc, l'une de mes questions, c'est, mais vous avez également témoigné de cette discordance entre les 50 cas en Chine et le cas importé en France à Bordeaux. Également, la discordance, vous l'avez évoqué, entre les symptômes qui apparaissent relativement mineurs dans ce que décrivent les Chinois, y compris quand leur nombre de cas commence à augmenter, et puis nous, ce que nous observons, nous, dans nos hôpitaux. Et finalement, je me suis dit, mais si vous n'aviez pas été médecin, qui pouvait alerter le ministre de la Santé sur ces discordances?
qui pouvait en avoir l'intuition. Le comité scientifique a été mis en place un peu plus tard, nettement plus tard. Je crois que vous n'étiez plus ministre à ce moment-là. Donc je voulais un petit peu avoir votre témoignage là-dessus. Et puis un dernier point sur la commande du 7 février dont vous avez parlé, la commande d'équipement. Pouvez-vous préciser le type de matériel que vous avez commandé, les quantités, et sur quelle doctrine vous avez commandé ces matériels et à qui? Merci. Alors d'abord, pour répondre sur le financement de l'EPRUS, je n'ai pas l'historique des financements de l'EPRUS, Monsieur Dor. Je sais ce que j'ai trouvé en arrivant, puisque Santé publique France avait absorbé l'EPRUS. Et le financement de cette agence avait été transféré, comme un certain nombre d'agences d'ailleurs, entièrement à l'assurance maladie. Alors, est-ce que c'est en 2017, 2018 ou 2016? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais je pense que les services pourront vous répondre. Mais il y a eu un certain nombre d'agences qui avaient des financements croisés de multiples tutelles, qui progressivement étaient considérées comme faisant partie des agences en charge de la santé des Français et qui sont financées par l'assurance maladie. C'était 50% État, 50%, voilà. Mais je ne sais pas si le financement des PRUS est passé à l'assurance maladie. Quand moi j'étais aux affaires, je ne me souviens plus, parce que je sais qu'il y a une agence qui est passée, ou si c'était du temps de Marisol Touraine. Je ne peux pas vous le dire. Bon, les agences font l'objet, comme toutes les agences, d'un dialogue budgétaire au moment de leur conseil d'administration, au moment de la construction du budget. Donc voilà, est-ce que nous avons une alerte particulière sur le financement de l'EPRUS? Je dirais pas plus et pas moins que toutes les agences, puisque, vous le savez, on a demandé à l'État, globalement, aux administrations, aux agences, d'être sobres dans les années qui étaient les années de rigueur budgétaire, mais ni plus ni moins que les autres. Enfin, c'est une agence qui est... Alors, elle a de multiples missions. Hein. Santé publique France, elle tient les registres, elle a la surveillance du territoire. Et en fait, il semblait que la fusion des trois agences, EPRUS, INPES et INVS, permette de faire un certain nombre d'économies sur les fonctions de support. Donc, il y avait une certaine logique à... ne pas... Je crois que la première année, le budget a été renouvelé à l'identique, mais après, on a considéré que les fonctions de support se mutualisant, il n'y avait pas besoin de 3 services financiers, de 3 services de communication, etc. Donc, voilà, ça a fait partie, mais je n'ai pas eu d'alerte particulière sur les financements des PRUS. Sur la bureaucratie, je ne sais plus ce que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que on s'interroge tous sur la question de quelle serait la meilleure organisation à venir. Moi, je pense qu'en période de crise, alors c'est mon sentiment profond, mais parce que j'ai géré une autre crise à l'IRSN à Fukushima, je pense que ça ne peut pas être les mêmes personnes qui gèrent le temps long et qui gèrent les crises. Je pense que le mode de fonctionnement d'une gestion du temps long et le mode de fonctionnement d'une gestion de crise qui doit être hyper réactif et très en anticipation, ce ne sont généralement pas du tout les mêmes compétences. Et donc moi, je pense qu'il faut une agence dédiée aux crises en général, mais pas seulement aux crises sanitaires. Parce que je l'ai vu, en général, les crises sont intriquées. Je l'ai vu avec Lubrizol. Lubrizol, c'est intriqué, c'est environnemental, c'est chimique, c'est de santé publique. En fait, si vous n'avez une agence que dédiée aux crises sanitaires, vous ratez souvent, et c'est compliqué de recoller le morceau. D'autres pays se sont, je crois, dotés d'agences dédiées aux crises, et je pense que c'est une bonne chose, parce que la personne responsable de ce type d'agence, elle rend des comptes, mais uniquement sur sa gestion de crise, alors que quand c'est dilué dans une agence plus vaste, voilà, peut-être que ça réduit la capacité ou la réactivité. Je pense que c'est vraiment l'enseignement qu'on doit peut-être tirer de cette crise. Donc vous parliez de bureaucratie. Je ne veux pas le qualifier, je ne sais pas. Moi, j'ai eu les réponses sur les stocks de masques quand je les ai demandés. Quand j'ai demandé où en étaient les stocks de masques en janvier, on m'a répondu assez rapidement, je crois en l'espace de 2 jours, 1 jour ou 2. Voilà, après, j'ai passé des commandes.
Peut-être pour revenir sur la question des commandes, puisque j'en parle. Donc, il y a une première commande le 2 février quand je décide de constituer un stock d'État. Et donc ça, c'est une décision ministre. C'est-à-dire que je dis, voilà, on va suppléer au masque FFP2 et à ce stock d'État qui n'existe pas, parce que si ça se trouve, tout le monde n'est pas prêt, parce que la doctrine de 2 millions, on n'est pas sûr qu'elle soit comprise ou vraiment appliquée. Et ensuite, quand je vais remonter de toutes les agences régionales de santé, donc c'est la note que le DGS reçoit le 6 février, le 7 février, nous faisons partir une commande avec, excusez-moi, une demande. Alors, c'est pas moi qui décide des chiffres. Hein. Moi, j'acte de la commande. J'acte globalement de la commande. Donc, les chiffres sont proposés par les services, c'est normal. C'est pas moi qui fais les calculs des besoins journaliers en masques. Et donc, il y a une commande qui part de 28 millions de FFP2, de gants, 3 millions, 200 000 charlottes, 50 000 lunettes, 200 000 surchaussures, 100 000 litres de solutions hydroalcooliques, avec, je le dis, un scénario de distribution aux médecins libéraux, infirmières et pharmaciens, et aux EHPAD et aux établissements de santé. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise les tensions sur la production et en fait la difficulté de recevoir. Donc ça, c'est aussi, je pense, la grande leçon de cette crise, c'est la nécessité de diversifier, d'être souverain en termes de capacité de production, mais surtout de diversifier. Et d'ailleurs, ça rejoint le plan que j'avais écrit sur les pénuries de médicaments, puisque j'avais présenté l'année dernière un plan sur les pénuries de médicaments, où j'avais bien noté 3 choses. 1, qu'il fallait diversifier les sources d'approvisionnement, parce que c'était trop centralisé. 2, qu'il fallait des stocks de 3 mois en France pour tous les médicaments indispensables. Là, je pense que pour les stocks, c'est aussi probablement ce qu'on devrait demander aux établissements de santé, d'avoir des stocks de 3 mois. Ça n'était pas précisé dans la doctrine de 2011. Et j'avais une 3e chose qui m'échappe. Sur la production elle-même, la relocalisation de la production. Ah oui, et où j'avais, dans le plan médicaments, où j'avais dit qu'il fallait commencer à travailler sur une relocalisation de la production des médicaments en Europe. Voilà. Donc je trouve que en fait, ce plan pénurie de médicaments, il correspond assez bien à ce qu'on a vécu en termes de retour d'expérience sur cette crise. Ensuite, sur la question de Madame Rabault, Madame la députée, c'est sur le... Non, pardon. Pas encore, pardon. Non, excusez-moi, c'est monsieur, excusez-moi. Désolée, j'avais mon regard vers vous. Pardon, monsieur le député, donc sur l'alerte au monde, l'alerte du 30 janvier. Là aussi, c'est un pressentiment. Le 30 janvier, je vous raconte l'histoire. Le 30 janvier... nous sommes avec le Premier ministre en train de lancer la grande conférence sur le financement des retraites au CESE. Et nous travaillons 3 heures avec toutes les organisations syndicales pour acter qu'ils doivent nous remettre un rapport sur le financement des retraites et le fameux H-pivot fin avril. Et puis nous attendons à la fin de la réunion dans un grand bureau avec une vingtaine de personnes, et la discussion est une discussion de salon. Je crois que Édouard Philippe évoque le fait qu'il va se présenter au Havre. Et je lui dis, si cette épidémie progresse, et si elle arrive en Europe, nous sommes le 30 janvier, donc c'est le jour, je le rappelle, hein, c'est le jour où l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Il n'y a pas 1000 cas en Chine. Et je lui dis, si ça se trouve, les élections ne pourront pas se tenir. Voilà. C'est une phrase dont je me souviens, parce que j'ai vu la réaction du Premier ministre. Je lui dis, bah oui, si jamais cette épidémie chinoise devient une épidémie mondiale, il est possible qu'en mars, il est possible, elle aurait pu arriver en avril, elle aurait pu arriver 15 jours avant, 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard. Bon. Voilà, force est de constater que le 2e tour n'a pas eu lieu.
Donc cette phrase que j'ai lancée de façon... C'est pas une alerte formelle. Voilà, nous étions dans le salon du CESE et voilà, on était un groupe de personnes avec le Premier ministre. Valérie Rabault. Oui, bonsoir Madame la Ministre. J'aurais 3 petites questions. La première, est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre, pendant 15 mois, c'est-à-dire entre octobre 2018 et janvier 2020, qu'on ne lui ait pas remonté l'information sur l'état des masques, sur cette fameuse lettre d'octobre 2018? Est-ce que c'est normal que vous n'ayez pas l'information que dans le fond, la France, en tout cas les Français, ne sont plus protégés? Deuxième question, est-ce que, à votre connaissance, quand vous êtes parti, vous aviez connaissance des stocks en termes d'anesthésiques, propofol, etc. Est-ce que c'était un stock de 2 mois, 1 mois, en période normale, hein, je parle. Et est-ce qu'il y avait eu une évaluation en termes de stress test, s'il fallait augmenter, comme ça a été le cas, les besoins pour la réanimation? Enfin, mon troisième point est plus une remarque qu'une question. J'étais un peu chagrinée d'entendre tout à l'heure que vous disiez que les parlementaires étaient intervenus sur les premières questions le 24 janvier 2020. Et après, vous avez parlé des pénuries de médicaments. Moi, il se trouve que je vous ai écrit le 13 décembre 2017. J'ai retrouvé la lettre sur les pénuries de médicaments, que vous ne m'avez jamais répondu. Je vous ai réécrit en 2018. J'ai interrogé le Premier ministre lors des questions au gouvernement le 19 juin 2019. Et vous avez lancé le plan pénurie de médicaments. Donc je voudrais juste rappeler qu'il n'est pas tout à fait exact ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Les parlementaires sur les pénuries de médicaments vous ont interrogé. Moi, je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que d'autres ont eu des réponses. Je vous remercie d'avoir bougé le 11 juillet 2019. Enfin, c'est le Premier ministre. Mais nous avons dû aller jusqu'à l'interroger, lui, aux questions au gouvernement, parce que nous n'avions pas de réponse de votre ministère. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi, je reviens, je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure, que je n'avais pas appelé M. Houssin, ça me revient à l'esprit. Désolée, non, j'ai appelé M. Tedros. En fait, je connais très bien Tedros. Pour moi, mon homologue, c'est le directeur général de l'OMS. Je n'appelle pas les services, une ministre n'appelle pas, je ne sais pas s'il est N-2, N-3, N-4, je n'en sais rien. Mais ça, c'est le directeur général de la santé qui est en lien avec les services techniques de l'OMS. Oui, mais objectivement, moi, mon lien est le nombre de textos que nous avons avec Tedros voilà, depuis qu'il a été nommé à la direction générale de l'OMS, c'est mon homologue, c'est mon interlocuteur. C'est lui que je rencontre. Quand je vais à l'OMS, je ne rencontre personne d'autre que Tedros. Voilà, donc je me permets de dire que... Voilà, voilà. Après, le DGS est en lien régulier avec les services technique de l'OMS. Je ne sais pas à quel niveau et je ne lui demande pas qui il a comme contact. Chacun a son niveau de contact. Ensuite, sur les pénuries de médicaments, Madame Rabault, je me suis mal exprimée. La question, je dis simplement sur le coronavirus, des pénuries de médicaments. En fait, la question qui m'est posée en février, c'est des pénuries de médicaments qui seraient liées à l'épidémie en Chine par fermeture des usines en Chine. C'est de ça dont je parle. Je ne dis pas que vous n'avez pas alerté avant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un plan sur les pénuries des médicaments dont j'ai parlé tout à l'heure. Je dis simplement, sur le coronavirus, les questions des parlementaires ont été, à la date du 28 janvier sur Wuhan, et sur en fait, le rapatriement, et en février sur le risque de pénurie de médicaments. Ensuite, sur les stocks d'anesthésie, enfin, l'une ministre ne connaît pas les stocks des milliers de produits de santé dont on a besoin dans un système de santé. Enfin, il faut imaginer que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui un problème émerge et qu'il est la focalisation, et c'est normal, de l'attention, que la ministre doit forcément savoir 1 an avant quel est le stock d'un produit parmi 100 000. Donc c'est refaire l'histoire. Personne ne peut demander ça à une ministre. Personne, et je ne souhaite jamais à mes futurs, et à Olivier Véran, mais même à mes prédécesseurs, de s'interroger pour savoir combien il y a d'ampoules de Propofol ou de je ne sais pas quoi en France. Pas possible. Les crises sont multiples. Peut-être qu'un jour, on aura besoin d'un produit X, de je ne sais pas quel antibiotique sera utile pour une bactérie multirésistante. On ne peut pas demander à la ministre 1 an avant
de savoir que ce stock d'antibiotiques existe et à quelle dose. Enfin, donc, en réalité, ce qui compte, c'est d'avoir l'information rapidement. Et ce qui compte, c'est de pouvoir en commander. Et en réalité, ce que nous a montré cette crise, c'est que quand on a commandé, ben, il n'y avait plus moyen d'en avoir. C'est ça la réalité. En fait, quand on a commandé les produits, le 30 janvier, première commande, le 7 février, deuxième commande, tout est produit en Chine, et plus rien n'arrive. Les avions sont arrêtés, les trucs arrivent par bateau, ce qui est parti par bateau, ça met un mois pour arriver. Voilà, on est face à quelque chose d'inédit, et ce que ça nous, je pense que ça nous dit de cette crise, c'est qu'on n'a pas vu la centralisation de la production. Et c'est peut-être vrai pour d'autres produits, donc il va falloir faire ce travail. Et le pire d'ailleurs, c'est que ça n'est pas seulement il ne faut pas simplement regarder quelles sont les usines qui produisent. Il faut regarder où est faite la matière première, le principe actif. Et c'est là où on a été piégé sur les surblouses, quand vous apprenez que la production du tissu qui sert à faire les surblouses, elle est à Wuhan, et que la ville est fermée depuis 15 jours. Ben, voilà, c'est ça qu'on doit régler. Parce que sincèrement, si on avait pu acheter en temps réel les commandes, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que je n'ai pas anticipé, mais l'anticipation, elle est bien au-delà. Elle est l'anticipation du commerce mondial, de la production centralisée, du fait qu'on délocalise, du fait que... Et que la malchance, c'est que cette épidémie, elle part de Chine, parce que franchement, elle serait partie de Thaïlande. Le problème n'aurait pas été le même. Voilà. Alors après, vous me posez la question de la période de chauffe. Moi, je savais que c'était Olivier Véran qui me succédait. De toute façon, c'était une évidence pour tout le monde. Il avait déjà été pressenti comme ministre au moment... en 2017, donc c'était une évidence. Il était rapporteur général du PLFSS. Il était rapporteur d'une partie de la loi de bioéthique. Il était rapporteur d'une partie de la loi sur les retraites, le projet de loi organique. Donc il connaissait tous les dossiers du ministère. Olivier Véran, je l'avais tout le temps au téléphone. Il était tout le temps dans le ministère, tout le temps dans les réunions. Il connaît le ministère comme sa poche. Il a été... voilà, il a fait des missions quand il était député autour de la tarification à l'activité. Il connaît tous les services du ministère, il connaît le DGS. C'était une passation de pouvoir d'une simplicité. Je ne lui ai dit qu'un mot. Je lui ai dit, voilà, tout est mis en tension. Maintenant, cette épidémie, elle va probablement arriver en Europe. Voilà, on a parlé des matériels, des commandes, de ce qui avait été lancé. On n'a parlé que de ça, le reste, ça ne s'est même pas posé. Vous l'avez dit, monsieur le député, le problème majeur, c'est en fait le problème de la production. En fait, ça a touché tous les pays du monde, parce qu'en fait, on a été en compétition. Quand on voit qu'il y avait des batailles sur les tarmacs des aéroports pour récupérer les stocks, en réalité, tous les pays ont été confrontés au même problème. Moi, j'ai des collègues médecins dans différents pays. Ils ont aussi eu des pénuries, des tensions. Moi-même, à Percy, j'ai senti des difficultés sur les surblouses et sur les masques FFP2. C'est une réalité. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas anticipé. Et que quand nous avons lancé les commandes, et nous avons anticipé, nous avons lancé les commandes très tôt, en réalité, la production était déjà en Chine et les frontières fermées. Monsieur le rapporteur, vous vouliez rajouter ? Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être pour conclure cette audition très, très dense, en vous en remerciant Madame la Ministre. Question de nature budgétaire, ça a été évoqué tout à l'heure par
nos collègues, je crois par Jean-Pierre Dor. Bon, il y a eu un transfert du financement de Santé publique France du PLF vers le PLFSS. Est-ce que, sur la méthode, ça n'éloigne pas d'ailleurs le contrôle direct de l'État sur cette mission prévention de sécurité, sur la sécurité sanitaire? Est-ce que le fait, pour des raisons budgétaires, de transférer le financement au budget de la sécurité sociale ne prive pas l'État, et en l'occurrence votre ministère, d'un outil de contrôle et de pilotage? Et votre audition a montré quand même que ce pilotage faisait cruellement défaut, puisque vous nous avez dit qu'à aucun moment vous n'avez été informé de la baisse, j'ose dire, dramatique de tous les stocks, et notamment de ceux des masques. Donc, est-ce que ce pilotage n'a pas fait défaut? Vous nous avez dit ne pas connaître les stocks sur des produits multiples, j'en conviens, mais ô combien importants et stratégiques. Donc, qui les connaissait vraiment? Et est-ce que quelqu'un est responsable du non-renouvellement de ces stocks? À quel stade? Est-ce que c'est le DGS qui, lui, les connaissait, qui n'a pas assuré la mission de renouvellement? Est-ce que c'est Santé publique France? Mais pourquoi ceux qui connaissaient, puisque vous nous dites que vous-même ne les connaissez pas, n'ont pas assuré cette mission? Vous nous indiquez à l'instant avoir commandé très tôt les stocks de produits essentiels de protection. Moi, je dirais que c'est plutôt très tard, parce que naturellement, une anticipation aurait dû faire en sorte que n'importe quelle crise arrivant, nous soyons dotés de ces produits, ces équipements, et notamment des masques. Donc, question sur le budget et sur la gestion des stocks. Et enfin, je voudrais vous interroger, Madame la Ministre, sur le recours à des cabinets de consultants privés. Le ministère de la Santé et des établissements publics de santé ont pris l'habitude de mobiliser des cabinets d'audit. Je pense en particulier à McKinsey, qui sont intervenus sur des opérations de restructuration d'hôpitaux, de diminution des coûts, de diminution des effectifs. Mais de façon un peu plus étonnante, ils ont été mobilisés dans la gestion de la crise. Est-ce que c'est vous qui avez passé commande à ces cabinets d'audit? Dans quel cadre de commande publique? Et sur la forme et sur le fond, est-ce que c'est vraiment pertinent que l'État, sauf à être totalement démuni dans sa vision stratégique, recourt à des cabinets d'audit et de consulting qui ont eu à gérer la crise, et notamment, je crois, la task force pour faire monter en puissance le nombre de tests? C'est une mobilisation qui, personnellement, m'interroge. Je commence par les cabinets d'audit. Je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un recours à un cabinet, parce que je pense que ça a dû se faire après mon départ. Donc, voilà, moi, je n'ai pas j'ai pas actionné ce levier. Ensuite, vous regrettez, et je le comprends, qu'il n'y ait pas eu une anticipation avant la commande du 2 février et du 7 février. Je ne vois pas, alors excusez-moi, mais c'est plutôt un retour d'expérience qu'on doit faire collectivement. Je ne vois pas pourquoi j'aurais anticipé une commande de masques FFP2 alors que ça ne relevait plus des stocks stratégiques. Je parlais des masques grand public aussi. Oui, mais moi, je n'ai pas commandé de masques grand public le 2 février et le 9 février. J'ai recommandé des stocks d'État d'FFP2 pour les soignants. J'ai créé un stock d'État qui n'existait pas. Et pour les masques grand public, les masques chirurgicaux, une commande était déjà en cours. Donc, quand j'ai interrogé sur le stock de masques, il y avait une commande qui devait être livrée fin février. Moi, ce que j'ai commandé un produit qui n'était pas de la responsabilité de l'État. Et je l'ai fait très en anticipation pour protéger les soignants. C'est la commande que j'ai passée le 2 et le 7 février, je vais y arriver. En fait, non, le 2 février, excusez-moi. Le 24 janvier. Non, j'ai passé la commande le 30 janvier. Et le 2 février, j'ai acté qu'il fallait un stock stratégique d'État
sur les FFP2, ce qui n'était pas la doctrine jusqu'à présent, puisqu'en 2011, on avait dit que les FFP2 n'étaient plus à la charge de l'État. Donc j'ai recréé le 2 février un stock d'État FFP2, et la commande est partie le 30 janvier, puis le 7 février. Voilà ce que j'ai commandé. Oui, mais si vous permettez, Madame la Ministre, là-dessus, voilà, je veux pas... je reviens sur les masques chirurgicaux. Il y a cette note, cette demande de Santé publique France, 26 septembre 2018, qui dit qu'il faut 1 milliard de masques chirurgicaux. Les stocks s'amenuisent jusqu'à arriver autour de 100 millions, un peu plus selon M. Salomon, un peu moins selon Mme Chen, au 1er janvier 2020. Ça veut dire que là, on est totalement diminué. Je vous rappelle que le besoin en cas de crise est de 500 millions par semaine. On est à 100 millions. Ça veut dire que c'est à peine une journée d'utilisation. Alors, peut-être sur la commande d'1 million, je le redis, moi je déclare qu'il faut un stock d'État stratégique FFP2, je le crée et je demande qu'on commande des FFP2, mais surtout je demande le 25 janvier qu'on me fasse remonter des ARS les besoins. Donc cette commande de 1 million, elle ne correspond pas aux besoins, elle correspond à lancer une première commande en attendant les remontées de terrain, sachant qu'en théorie, c'est à la charge des établissements, des professionnels de s'équiper, en théorie, selon la doctrine de 2011. Donc cette commande de 1 million, elle n'est pas censée répondre aux besoins. Elle est censée dire on n'a aucune remontée des ARS, on en commande. Je ne sais pas d'où est sorti ce chiffre, je ne peux pas vous le dire, c'est pas moi qui dis 1 million. Mais en réalité, c'est une commande temporaire en attendant d'avoir des remontées de terrain. Et c'est sur les remontées de terrain des ARS, sur les stocks dans les établissements, que la deuxième commande part. Et elle est beaucoup plus importante puisque, je vous le rappelle, la préoccupation de la ministre, ce n'est pas que les masques. C'est tout. En fait, c'est toutes les commandes. Donc les commandes, elles ne sont pas juste des masques. Elles sont, quand je demande le 25 janvier la préparation des établissements, je demande les respirateurs, les lits de réanimation, les matériels de circulation extracorporelle. Je demande la totalité. Les masques en font qu'une partie. Après, vous me dites, comment se fait-il... Et vous savez quand ces matériels arrivent, notamment les respirateurs ? Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir, moi, commandé des respirateurs. Moi, j'ai demandé qu'on me fasse l'état des lieux de ce qui existait pour savoir combien on en avait et savoir s'il fallait en recommander. Moi, personnellement, je n'ai pas lancé de commande. Vous avez répondu combien de respirateurs ? Je n'ai pas le chiffre personnellement dans la note que j'ai récupérée de la DGS. Il y a pas de, voilà, j'ai pas de chiffre. Je ne peux pas vous le dire. Mais la demande que j'ai faite, le 25 janvier, c'est le nombre de respirateurs. Sur qui connaissait les stocks, le DGS connaît les stocks. La ministre ne connaît pas le niveau des stocks, mais le DGS le sait. Le problème qu'on a eu, c'est pas la quantité, c'est que le DGS découvre que les stocks sont périmés. Parce que le DGS, il a la notion qu'il y a 600 millions de masques. Il découvre en 2018. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en charge de connaître les stocks. Santé publique France doit faire remonter de façon annuelle l'état des stocks. Le DGS a cette remontée. 2018. Pardon, 2000 ? En 2018. Oui, ça fait partie des relations entre l'agence et la DGS que d'avoir l'état des stocks. Le DGS le sait. Ce qui est inattendu, ce n'est pas le nombre. C'est que Santé publique France, qui est censé avoir un rôle d'établissement pharmaceutique, gère un stock et tout d'un coup, ce stock est périmé. Donc, il n'y a pas... Pardon. Donc, aujourd'hui... pardon. Excusez-moi. En termes de pilotage, pardon, parce que vous interrogez la question du pilotage, c'est ça que je cherchais. Ce n'est pas le passage à l'assurance maladie qui change le pilotage de Santé publique France. Il y a beaucoup d'agences maintenant qui sont financées par l'assurance maladie. La plupart des agences sont passées à un financement assurance maladie. Ça ne change rien au pilotage de l'agence, ça n'est qu'un tuyau budgétaire. C'est toujours la DGS qui siège au conseil d'administration de Santé publique France. À ma connaissance, il n'y a pas de remontée spécifique au conseil d'administration par Santé publique France de la question des stocks.
À mon niveau, je n'ai jamais eu d'alerte spécifique de Santé publique France sur les stocks, ni en arrivant comme ministre, ni après. Et quand je dis sur les stocks, c'est encore moins sur les masques. Voilà. La question des masques, telle que moi je l'appréhende, elle apparaît au ministère le 22 janvier quand l'OMS déclare une transmission interhumaine et que je me dis qu'il faut qu'on se prépare à une épidémie et que je lance la démarche. Et rétroactivement, vous avez le regret que le directeur général de la Santé ne vous ait pas informé des éléments qu'il avait en sa connaissance sur cette pénurie? Écoutez, les besoins tels qu'évalués dans le rapport Stahl sont encore une fois, il faut remettre les choses en état. Je comprends l'interrogation. Mais les besoins, ils sont évalués sur l'hypothèse qu'il y aurait 20 millions de personnes atteintes en même temps de la grippe. C'est ça l'hypothèse. On est sur une pandémie grippale. Alors effectivement, on n'a pas 1 milliard de masques en stock et on peut le regretter pour une pandémie grippale. Mais, mais ces masques-là, ils sont faits pour être donnés aux malades avec une boîte pour la famille. C'est ça l'hypothèse du rapport. Donc ce rapport dit s'il y a 20 millions de malades, il faut que dans 20 millions de foyers français, il y ait une boîte de masques. Voilà. À aucun moment, personne n'a pu se projeter que le coronavirus, vu sa mortalité, pouvait atteindre 20 millions de Français. Ça serait démentiel. Je rappelle qu'avec 10 millions de personnes atteintes dans le monde, on est à 500 000 morts. Donc on est sur un autre type de virus. Personne ne peut imaginer qu'on laisse évoluer une épidémie à 20 millions. C'est pour ça que le confinement est la seule méthode. Parce que les masques, le problème de ce virus, vous le savez, c'est qu'il se contamine à la fois par des gouttelettes orales, mais par les mains. Et donc en réalité, les masques font partie des gestes barrières, tout autant que les solutés hydroalcooliques, mais surtout la distanciation physique et le fait qu'on ne touche pas les mêmes objets. Voilà, ce que je regrette. Objectivement, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction sur cette information. Vous savez, je ne veux pas refaire l'histoire a posteriori. Voilà donc pour l'audition d'Agnès Buzyn. Ces derniers mots, je ne vais pas refaire l'histoire a posteriori. L'ancienne ministre de la Santé a martelé qu'elle a anticipé la situation. Cette audition et toutes celles de la commission d'enquête sont à revivre tout l'été sur LCP et sur notre site internet lcp.fr.